Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous sur 7TV. Il est 20h. Bienvenue dans ce journal. Donc, voici les titres. À la une de l'actualité, Mbaye Dione, nouveau secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Le maire de Ngoundiane et député à l'Assemblée nationale a été porté à la tête de l'AFP ce samedi à l'issue du 3e congrès ordinaire. Il succède ainsi à Moustapha Niasse. Moustapha Niasse a remercié Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall pour tous les combats qu'ils ont menés ensemble à travers des alliances. Dans l'actualité également, c'est santé, prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Les postes de santé d'Adéane et de Cap Skirring dépourvus d'ambulance, ce qui expose les patientes au risque de mortalité maternelle. Dernier hommage rendu au pape François, mort le 21 avril. Les funérailles du souverain pontife se sont tenues ce matin au Vatican. Après une messe sur la place Saint-Pierre, le cercueil du pape a ensuite été transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Après une procession dans les rues de la ville éternelle, le souverain pontife a ensuite été inhumé lors d'une cérémonie privée. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal, comme annoncé dans les titres politiques. Pour démarrer ce journal, une nouvelle ère s'ouvre pour l'Alliance des forces de progrès. Après 2 décennies à la tête du parti, Moustapha Niasse s'est retiré ce samedi à l'occasion du 3e congrès ordinaire de l'AFP, placé sous le thème « Le Sénégal à la croisée des chemins ». L'AFP face à ses responsabilités historiques. Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane est député à l'Assemblée nationale. C'est lui qui succède l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre passe ainsi le témoin à une nouvelle génération de progressistes. Ils ont pour mission de redynamiser le parti et de le repositionner dans l'opposition. La cérémonie a été le lieu pour lui dresser son bilan. Un départ empreint d'émotion. Les centaines de militants et sympathisants qui ont pris part à ce 3e congrès ordinaire de l'Alliance des forces de progrès ont vaguement exprimé leur reconnaissance envers le fondateur de leur parti. Après 26 ans à la tête de l'AFP, Moustapha Niasse rend le tablier. Il faut le souligner, votre secrétaire général, 3 fois candidat à l'élection présidentielle, est arrivé à la 3e place en 2000 et en 2012, ce qui a permis à notre parti de peser dans le cours des événements et dans la gouvernance de notre pays. Je n'oublie pas l'apport considérable de notre parti dans les combats pour l'approfondissement de notre démocratie et pour la transparence des élections. Le congrès s'est déroulé autour de 3 maîtres mots: réforme, adaptation et rajeunissement du parti. Ces réformes s'imposent quand les outils, les structures et les moyens mis en œuvre entraînent des résultats en deçà des prévisions. Il convient de repenser la nature, le format et la composition de certains organes de l'AFP. Oui, il faut le faire. Moustapha Niasse passe ainsi le relais à une nouvelle génération de cadres progressistes. L'ancien président de l'Assemblée nationale se dit convaincu que la relève saura rehausser le legs de l'AFP. Vous jeunes qui prenez la relève maintenant, armez-vous de patience, armez-vous surtout de cet engagement sans lequel aucune action politique n'est réalisable. Mais je suis sûr que vous portez déjà ces vertus-là et que vous réussirez, Inch'Allah, la mission que nous allons vous confier à partir d'aujourd'hui. Il promet néanmoins de continuer à accompagner le parti dans toutes les actions qu'il entreprendra. Moustapha Niasse a marqué à jamais le parti de l'Alliance des forces de progrès qu'il a fondé en 1999.
Diomou Mbaye, dans son discours, le désormais ex-secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès a tenu à rendre hommage aux 4 présidents de la République du Sénégal avec lesquels il a eu à collaborer depuis son entrée sur la scène politique. Moustapha Niasse a remercié donc le Paul Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall pour tous les combats qu'ils ont menés ensemble à travers des alliances. Je rends hommage au président Léopold Sédar Senghor qui m'a pris en charge depuis l'âge de 10 que j'avais 17 ans et qui m'a fait voyager dans son avion avec lui dans ses délégations 138 fois en 9 ans. 138 fois. Il m'a amené avec lui. Le regarder travailler, l'écouter travailler, c'était ça l'école dont j'ai bénéficié par la volonté de Dieu. Je rends hommage au président Abdoulaye Wade et avant lui au président Abdou Diouf qui m'a fait confiance, qui a signé 19 décrets où je me trouvais nommé, promu, distingué. Je rends hommage au président Abdoulaye Wade. Nous avons travaillé dans l'opposition, nous l'avons soutenu. Il m'a nommé Premier ministre. Au bout de 11 mois, nous avons constaté que le travail en commun était difficile. Nous nous sommes séparés dans la paix, dans la sérénité. Mention spéciale pour le président Macky Sall. Toutes les 2 semaines, le président Macky Sall et moi, on se parle au téléphone. Il reste mon neveu, mon ami. La confiance qui a toujours existé entre nous vivra tout le reste de notre vie. Toujours dans le chapitre politique, accusé dans plusieurs affaires, Ismaïla Madior Fall sort de son mutisme dans un entretien exclusif accordé à Maïmouna Ndour Faye hier. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a démenti toutes les accusations portées contre lui et a en même temps dénoncé une tentative de règlement de compte orchestrée selon lui par le pouvoir en place. Donc c'est le ministre de la Justice qui a porté plainte contre vous. Très bien. Oui, Ousmane Diagne. Ministre de la Justice, Momo Yobou, haute cour de justice. Dans un face-à-face qui a duré plus de 2 heures, Ismaïla Madior Fall a répondu aux questions de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est exprimé sans détour. Il est revenu en détail sur la procédure initiée en vue de sa mise en accusation devant la haute cour de justice. Il a reconnu être informé de l'existence de 2 dossiers dans lesquels son nom est cité. Le premier concerne une affaire de corruption présumée liée à la construction d'un centre de surveillance électronique. Des accusations qu'il rejette fermement. Parce que il y avait un centre qu'on louait en raison de 50 millions de francs CFA par mois. Moi, j'ai donc dit non. Et comme on n'avait pas d'argent et qu'il y avait au tribunal de Guédiawaye un espace qui était en train d'être morcelé et vendu, j'ai donc décidé d'en prendre et de faire ce qu'on appelle en droit daction en paiement. Après 4 mois, j'ai constaté que les travaux n'avançaient pas. On a donc annulé le bail. C'est par la suite qu'Aïssata Tall Sall m'a remplacé au ministère de la Justice. Il m'a offert gracieusement 50 millions. Je l'ai refusé diplomatiquement. Par l'intermédiaire de son directeur de construction. Voilà. Donc il n'y a absolument rien. C'est un dossier vide. Aïssata Tall Sall va venir. Mon avocat, elle va venir témoigner. La seconde affaire porte sur le projet de mise en place de bracelets électroniques. Là encore, Ismaïla Madior Fall se dit totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés et clame son innocence. C'est une absurdité. Le président de la République qui définit la politique pénale, le ministre de la Justice qui conduit la politique pénale, décide dans un contexte de surpeuplement carcéral où il y a des manifestations, Sénégalais, pour gagner des gens se permettent. 2 ans après, de dire non, c'était inopportun. L'ancien ministre laisse entrevoir derrière cette procédure une volonté manifeste de règlement de compte de la part du régime en place. Peut-être le ministre de la Justice. C'est peut-être parce que j'ai été ministre de la Justice et qu'ils étaient peut-être fâchés contre moi, ou que certains de mes collaborateurs aient quelque chose à me reprocher, qu'ils sont en train d'en profiter pour se venger. C'est pour cela que je considère que c'est une cabale. Mais il évoque par ailleurs l'existence de faits d'une gravité certaine au sein du parquet de Dakar, qui selon lui pourrait avoir motivé l'acharnement dont il se dit victime. Parce que moi, j'ai un problème avec le parquet. Problème, il va avoir
yoo xamante ni sax peut-être que du ma ko wax du ma ci génn yu garaaw mais bis bu jaree nag nit ñi mën a comprendre lu tax lii am dinaa ko wax. Restons toujours avec l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui estime que la loi relative à la Haute Cour de justice est obsolète. Cette juridiction pose problème car selon lui, elle est composée de députés et ne permet aucun recours contre ces décisions. Je vous propose d'écouter Ismaïla Madior Fall. Mais da nga wax sànq nga ne Haute Cour de justice loi la bu xaw a bu dépassé. Oui, parce que Sénégal loi bi ñu amoon c'était en 98, maintenant on a une loi en 2002. C'est 23 ans que la loi sur la Haute Cour de justice n'a pas été ni appliquée ni actualisée. Dëkk yu bari yu am ay Haute Cour de justice magistrats yi ñooy ëpp députés yi. Ces juges sont des députés du parti au pouvoir, en tout cas majoritairement, même si c'est pas tout le monde. Bon, fii je pense qu'on doit avoir un député de l'opposition. Benn député opposition. Notamment Abdou Mbow. Donc déjà dans la composition suñu loi bi aujourd'hui sur la Haute Cour de justice amul li ñuy wooye double degré de juridiction. Soo jëlee commission d'instruction bi su siège ba pare jeex na. C'est la commission qui purge toutes les contestations. Amul possibilité nga dem appel. Soo amee jugement yi mais doo ko exécuter benn dëkk. Mën nga ko appliquer sa dëkk. Mais par exemple, haute cour condamné à recouvrer, disons, 50 milliards qui sont dans des paradis fiscaux ou ailleurs. Mënoo ko exéquaturer. Pourquoi mënoo ko exéquaturer? Parce que... Et c'est le cas dans le dossier Karim Wade. Exact. L'État du Sénégal n'a pas pu faire exécuter les décisions à l'extérieur. Exact. Je vois que vous êtes très attentif. Et nous allons changer de chapitre pour parler cette fois-ci de santé, cap sur Ziguinchor où la caravane des journalistes spécialisés en santé de l'AJSPD en partenariat avec la DCME a été l'occasion pour les postes de santé de lancer un cri de cœur pour l'évacuation des malades en urgence. C'est le cas au poste de santé d'Adéam et Cap Skirring, deux localités dépourvues d'ambulance, ce qui expose les patientes au risque de mortalité maternelle. Compte rendu des Fatouad et Omar Mbeng. Dans plusieurs zones reculées du Sénégal, les postes de santé semblent laissés à eux-mêmes dans la gestion des urgences. À Ziguinchor, par exemple, ces infrastructures sanitaires qui sont les plus accessibles à la population rurale rencontrent d'énormes difficultés pour l'évacuation des malades. C'est le cas du poste de santé d'Adayan à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor et qui couvre 6146 habitants. Aucune ambulance n'est disponible sur place pour le transfert des malades. Pour faire des évacuations, on n'a pas d'ambulance. L'ambulance là que vous voyez, c'est les amis de la Casamance qui l'ont remis. Ça fait plus de 10 ans. L'ambulance que Doudouka avait remis du temps, elle est tombée en panne. Avant qu'il n'arrive à Ziguinchor. Le malade peut faire 2 heures de temps ici avant qu'on trouve une ambulance pour l'évacuer. Surtout quand on a une femme qui est là, qui saigne et on n'a pas d'ambulance. Des fois, il m'est arrivé une fois, en cours de route, il y avait une ambulance qu'on a empruntée. On prend jusqu'à 1 heure de temps pour attendre l'arrivée de l'ambulance parce qu'il doit venir d'Agnac. Donc on a pris l'ambulance, en cours de route, l'ambulance est tombée en panne. Et j'avais une femme qui saignait. Donc il y avait même des messieurs qui sont passés et nous ont demandé, ils sont descendus de la voiture pour nous demander de prendre leur voiture pour pouvoir continuer à évacuer la patiente. Donc c'est des situations très difficiles. Même cri de cœur au poste de santé de Cap Skirring où une seule ambulance est disponible pour toute la commune, en plus de l'enclavement de la structure sanitaire. Bon, rendre le poste beaucoup plus accessible ou bien même aller plus loin, faire du centre de santé niveau 1 au niveau du Cap Skirring, vu que le poste de santé polarise une population de 8000 habitants. L'ambulance va servir à 5 postes au même moment. Donc la plupart du temps, il faut que l'ambulance soit disponible, que tu aies la chance que l'ambulance soit disponible au moment où tu en as besoin. Maintenant, si on pouvait avoir pour chaque poste une ambulance, ça pourrait nous aider. À ces difficultés liées à la gestion des urgences, à Ziguinchor, certains postes de santé souffrent de leur promiscuité et croulent sous le poids de l'âge. Vous avez vu le bâtiment qui se trouve derrière nous, c'est le CDS qui s'est battu avec les populations pour essayer de mettre ce bâtiment-là. Mais jusqu'à présent, faute de moyens, on n'arrive pas à terminer. Un poste de santé comme Adéan, qui peut te faire 45 voire 50 accouchements, des fois dans le mois par période, c'est inadmissible de trouver une seule salle d'observation là où il y a 4 lits. Et ce n'est même pas dans les meilleures conditions qu'on souhaite.
le dispensaire également. Si les gens peuvent nous aider à mieux mettre une structure adaptée qui réponde aux normes, je pense que ça serait quelque chose de bénéfique pour nous. On peut prendre en charge jusqu'à 3 patientes, mais quand c'est plus de 3, là on a des problèmes, on a des difficultés. Et sur ce, on lance un appel pour pouvoir élargir la maternité parce que la maternité est étroite. Même mon bureau de consultation est très étroit avec cette chaleur qui est là. La prise en charge des urgences obstétricales en zone rurale connaît des limites liées au manque de moyens pour l'évacuation des malades et impacte sur la mortalité maternelle et néonatale. Ndeye Fatou Wade, le déficit d'ambulance au niveau des postes de santé de Ziguinchor est un réel problème que reconnaît d'ailleurs le directeur régional de la santé, mais selon le Dr Youssouf Tine, la dotation d'ambulance au poste de santé répond à des critères, mais il promet tout de même une amélioration de la gestion des urgences avec l'implantation du SAMU à Ziguinchor. Je vous propose de suivre ces explications au micro de Ndeye Fatou Wade et Omar Mbengue. On priorise, quand nous avons une dotation d'ambulance, pour prioriser aujourd'hui les zones qui n'ont pas d'ambulance ou bien des zones où l'accès est le plus difficile. Et le plus souvent, ce qui se fait, dans des zones où il n'y a pas d'ambulance, on fait ce qu'on appelle de la mutualisation des ressources. On voit le poste qui paralyse la plus grande population, on met l'ambulance là-bas et qui gère en même temps des postes de santé qui sont à proximité. C'est ça, la mutualisation des ambulances. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est nécessaire aujourd'hui le respect de la pyramide sanitaire. Et en fonction du degré d'urgence, travailler avec le médecin du centre de santé ou le médecin chef de district pour que la référence se fasse dans les meilleurs délais. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le SAMU, qui est porteur de beaucoup d'espoir, ça va régler, je ne dis pas entièrement, mais beaucoup de problèmes en termes de régulation, mais également ce gap et ce déficit vraiment d'ambulance qu'on peut quelque part remarquer dans certaines localités. Et puis en bref, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé 2 programmes ambitieux sur lesquels l'État du Sénégal travaille pour répondre à la problématique de l'emploi. Selon le Premier ministre, ces programmes visent à assurer la formation professionnelle, le développement de l'emploi et la transformation structurelle de l'économie, y compris l'inclusion des jeunes et l'élévation des compétences dans les secteurs porteurs de croissance. Il s'exprimait hier lors de la fermeture de la 4e conférence sociale tenue à Diamniadio. Éducation également dans ce journal, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassi, a présidé ce samedi une rencontre sur la mise en œuvre du programme d'éducation de Touba. Le 10 programme élaboré sur l'instruction du khalife général des Mourides tente d'apporter une touche spirituelle dans le système éducatif au niveau des écoles de Touba, compte rendu signé Kadior Sissi. Un modèle éducatif pour Touba basé sur les valeurs de l'islam et les enseignements du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce que veut l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Les nouvelles autorités, déjà dans une dynamique de repenser le système éducatif, saisissent la balle au rebond et soutiennent l'initiative. C'est une école, encore une fois, décolonisée, une école qui nous ressemble, une école que nous voulons. Et donc penser à la base. C'est une localité comme d'autres localités, mais avec une spécificité. Donc nous avons tous intérêt à enrichir notre système éducatif et à donner une place importante au leader spirituel qui est Khadimou Rassoul, à ses enseignements, qu'il trouve une bonne place donc, dans les curricula. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Après le travail du comité mis en place par le khalife général pour l'élaboration de ce nouveau programme éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a organisé un atelier pour réfléchir sur les voies et moyens de sa mise en œuvre. D'abord, voir ce que le comité mis en place, depuis lors, comment ils travaillent, comment ils ont avancé, et voir aussi les différents acteurs qui œuvrent pour le développement de Touba et qui œuvrent pour le développement du système éducatif de façon générale, pour ensemble stabiliser donc la feuille de route qui va permettre de mettre en œuvre et de réaliser la volonté commune affichée de l'État du Sénégal, du gouvernement et du khalife donc de Touba.
La rencontre a réuni à Dakar les représentants du Khalife général des Mourides, les autorités éducatives et autres structures qui œuvrent pour le développement socio-économique.